Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai, format voyage au Japon. C'est l'épisode 85 de notre podcast et c'est déjà le 24e format voyage que j'ai le plaisir de partager avec toi Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Alors comme à notre habitude depuis 2025, on vous propose de partir avec nous pour tout savoir sur un mois précis pour votre voyage au Japon. Et cette fois-ci donc c'est pour voyager au Japon en avril. Donc météo, événements, activités ou autres, on vous dit tout. Et avant de commencer, on vous rappelle que vous pouvez aussi noter et liker donc nos podcasts sur vos plateformes de streaming ainsi que les articles sur kanpai.fr. Et en fait tout ça, ça nous aide nous à gagner en visibilité. Et si vous avez le cœur à cela, vous pouvez aussi partager les podcasts à votre entourage sur les réseaux sociaux. Et si on vous dit ça, c'est parce que les articles et les podcasts sont évidemment des médias gratuits et on tient à ce que ça le reste. Et la newsletter aussi d'ailleurs est gratuite, il y a juste besoin de votre adresse mail, pas de numéro de téléphone ou autre. Et enfin, si vous voulez nous aider encore un peu plus ou un peu mieux, eh bien il y a les livres sur kanpai.fr sur notre boutique qui ne sont donc pas disponibles ailleurs que sur la boutique. Donc ça c'est des livres faits maison avec les photos, les articles, etc. rédigés entre autres par Marjorie et Kelly. Et donc que faire en avril au Japon? C'est le deuxième mois du printemps, Marjorie, c'est le synonyme de floraison de sakura, évidemment les cerisiers en fleurs, et aussi d'un afflux de touristes étrangers sur l'archipel, considéré comme le premier temps fort de l'année, concernant en tout cas les voyageurs étrangers au Japon, et aussi les voyageurs domestiques, puisqu'on va le voir, il y a aussi beaucoup de touristes asiatiques et japonais. Tout ça, ça a été déjà amorcé sur la fin mars, mais c'est quelque chose qui va prendre pas mal de place en avril, quoique c'est de plus en plus discutable. On va revenir d'ailleurs sur les chiffres touristiques dans pas longtemps. Oui. Au-delà du printemps, c'est aussi le début de l'année fiscale, un renouveau pour les classes. Il y a quand même pas mal de changements, de bonnes façons de recommencer à cette période-là au Japon. Oui, c'est une deuxième sorte de 1er janvier. En fait, le 1er avril, on remet un peu les compteurs à zéro sur plein de choses au Japon. En termes de vocabulaire, Marjorie, on va retrouver le terme de Shigatsu, qui est donc le mois d'avril, littéralement le 4e mois de l'année pour notre calendrier grégorien. Oui. Et il y a le calendrier scolaire, lui, comme on le disait, donc ça signe le tout début d'une nouvelle année scolaire pour les étudiants et les élèves, ainsi que les nouvelles embauches. Ça, c'est quelque chose à ne pas oublier aussi, puisque ça va être souvent les premiers jours de travail dans les grandes entreprises. Oui, pour tous ceux qui sortent en fait de la faculté, qui ont passé leur concours, on en parlait dans les épisodes précédents, les concours universitaires et aussi les concours d'entrée dans les grandes entreprises. Tous ceux qui les ont passés, qui les ont réussi, commencent à travailler au 1er avril et donc commencent à enfiler leur costume de salaryman et salarywoman pour quelques années. Une nouvelle vie de pression sociale qui arrive. Et ils rentrent dans l'âge adulte, vraiment, oui. Donc c'est vrai que c'est aussi une période où il y a des changements de poste en entreprise, des changements de contrat, de budget, d'objectifs, de taxes, etc. qui rentrent en vigueur. Et c'est aussi l'après-bilan, les bilans du mois de mars généralement, donc l'année fiscale qui a pris fin en mars. Donc il y a du changement du côté des entreprises. Oui, c'est aussi à ce moment-là que les négociations salariales sont appliquées quand il y en a eu. Donc les augmentations de salaire... la plupart du temps. C'est à ce moment-là aussi. Selon le calendrier, par contre, lunisolaire, donc l'ancien calendrier Koyomi, le mois d'avril est le 3e mois de l'année et le dernier pour la saison du printemps. Donc on est un peu en décalage. Et on a deux grands souffles saisonniers. Donc à partir du 4 avril, on a Seimei qui signifie la clarté et pureté de la nature renouvelée. Donc c'est bien ce qu'on parlait des floraisons, le fait que la végétation reprenne vie. Et puis autour du 20 avril, on va être sur Koku, qui en fait annonce les premières pluies et le retour à l'humidité au Japon, et qui sert notamment pour les cultures de céréales d'un point de vue koyomiste. Donc c'est bien aussi la pluie. Pour ceux qui visitent, faudra faire avec. Sur le point météo, on vous en reparlera sans doute, mais c'est vrai que on voit souvent de beaux ciels bleus et les cerisiers en fleurs, mais il faut savoir que le mois d'avril au Japon, il pleut. Oui, c'est ça. Il y a aussi les premiers orages, si on a des belles journées chaudes. On a les premiers orages qui arrivent à cette époque-là. Alors c'est loin d'être la saison des pluies pour autant, mais c'est vrai que les cerisiers peuvent être souvent humides. Puis on a tout un tas d'articles que l'on va, tout au long de ce podcast, vous inviter à découvrir ou redécouvrir sur le site de kanpai.fr. Oui, et l'article de référence sur le podcast d'aujourd'hui est que faire au Japon en avril. Au sommaire du jour, les conditions pour voyager donc au Japon en avril, puis on parlera des temps forts du mois avec de nombreux événements, et enfin on terminera avec nos idées de sortie à faire.
Donc pour cette première partie, Marjorie, sur les conditions pour voyager au Japon en avril, il faut savoir déjà que la fréquentation touristique au Japon y est très forte. C'est l'une des 3 périodes les plus touristiques de l'année au Japon. Alors comme on le disait en introduction, c'est un peu plus discutable, notamment du fait que chaque année et chaque mois presque qui suivent là depuis quelques temps, il y a des records de fréquentation au Japon. Donc si on en revient au mois d'avril 2024, il y a eu 3 43 003 touristes. On les a comptés. Ouais, c'est ça, un petit portique spécial. Donc le palier des 3 millions évidemment a été franchi à cette période-là, mais c'est vrai que depuis 2025, eh bien, en janvier et en février, ça a été le cas, et même un peu plus, puisqu'il y a eu 3,8 millions de touristes étrangers en janvier et 3,26 pour le mois de février, alors que c'est pas censé être le mois touristique le plus fréquenté, mais le Japon connaît un fort succès, d'autant plus depuis la pandémie. Oui, c'est sûr que l'année 2025 n'a plus de saison. Ouais. Pour l'instant, on est sur des très hauts chiffres de fréquentation, alors que les mois de janvier et février, ce qu'on avait expliqué, sont normalement des basses saisons, vu qu'on est dans l'hiver et que c'est vrai que il fait un peu plus froid, c'est un peu moins intéressant. Mais en tout cas, ça a attiré beaucoup de monde, je pense aussi pour des questions budgétaires, évidemment, et du fait d'avoir moins de monde sur place. Mais avec ces chiffres-là, au final, il y aura autant de monde sur place. Donc on va voir, on n'a pas encore les chiffres officiels de mars 2025, et on va bien voir ce que ça va donner pour avril 2025. Mais c'est vrai que là, on enregistre, on est début avril, il y a déjà du monde sur place. Dans les grands sites touristiques, on est déjà bien. Ouais, on verra par rapport aux autres mois justement qui, comme on le dit, chaque mois c'est des records sur des records sur des records. Donc on verra ce que ça donnera. Il faut savoir qu'à la base, c'est vrai que le mois d'avril, ça fait partie des saisons ou des mois idéaux pour visiter le Japon, notamment pour assister évidemment à l'image d'Épinal, ce que tout le monde souhaite voir au Japon, c'est-à-dire les cerisiers en fleurs, les sakura. Donc début avril et depuis, on va dire même depuis la fin mars. Oui, ça commence vers le 20-25 mars, à partir du 20-25 mars. On va traiter évidemment la question du calendrier. On redira tout à l'heure qu'il y a déjà le calendrier des floraisons sur le site kanpai.fr que vous mettez à jour chaque année. Sans oublier que ce que je voulais rajouter, Marjorie, c'était faut pas que ça vous inquiète le fait qu'il y ait beaucoup de monde au Japon, puisqu'en fait c'est du tourisme qui est très localisé, c'est pour ça qu'on parle de surtourisme. C'est certaines villes et certains lieux qui vont vraiment être vraiment bondés, donc c'est vrai que ça peut un peu nuire à votre voyage. Par contre, si vous savez, si vous connaissez un peu mieux ces lieux, et donc on vous invite à écouter nos podcasts pour vous renseigner là-dessus, eh bien un voyage en avril peut aussi largement, facilement en tout cas, éviter le surtourisme. Oui, vous pouvez choisir des destinations où il n'y a pas grand monde, et il en existe plein, notamment pour voir les cerisiers. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les sites les plus connus pour voir des cerisiers en fleurs, ils seront les mêmes ailleurs et il y aura beaucoup moins de monde et ça sera relativement quand même agréable quand il y a moins de monde. Par contre, faut savoir qu'en avril, comme on reste quand même sur une haute saison touristique, au niveau du budget, on sera sur des budgets plus élevés qu'en basse saison. Donc il faudra prévoir de réserver très en avance votre voyage, même un an avant, c'est pour les vols et tout ça, les hébergements, c'est vraiment pas trop tôt. Et prévoir un budget plus conséquent sur ces postes-là, puisqu'en général, c'est plus cher. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose que l'on tient à vous rappeler, c'est la réserver en avance, et on le verra qu'il y a beaucoup d'activités et de plus en plus au Japon qui demandent aussi d'être réservées en avance, que ce soit des cérémonies du thé, des spectacles, des choses comme ça, puisqu'ils vont privilégier un maximum pour réguler au mieux les files d'attente, etc., tout ce qui est QR code et réservation. C'est ça, oui. Ils vont mettre aussi des nombres limites en fonction de la congestion sur place. Donc plus vous avez réservé en avance votre place, plus vous êtes sûr en fait de pouvoir y aller. Et pour information, il y a du monde aussi au niveau des touristes européens qui viennent au Japon, puisque en France, ça correspond aussi aux dates de vacances de printemps. Et cette année, elles vont du 5 avril au 5 mai, donc les premiers sont déjà partis. Donc sans doute que dans les rues, vous pourrez entendre parler français. C'est ça. Même si on n'y va pas pour ça. Non, mais bon, on peut trouver des copains. Ouais. Il faut savoir, et c'est vraiment important à noter pour mieux organiser votre voyage, que notamment pour éviter le surtourisme, ça coïncide ce mois d'avril avec le début de la Golden Week. Alors c'est vrai que ça concerne plutôt le mois de mai, mais ça commence déjà dès la fin avril, où ce sont le début des vacances nationales au Japon. Donc ça promet forcément un flux touristique plus important, parce que les locaux vont beaucoup plus emprunter, notamment les Shinkansen, les réservations dans les hébergements, que ce soit au bord de mer, à la campagne, les parcs d'attractions aussi, dont ils sont très friands. Donc c'est des périodes où c'est vrai que si vous avez prévu de voyager à cette période-là,
eh bien, bon courage. Non. En tout cas, voilà, ça s'organise et il faut savoir qu'il y aura du monde partout. Il faudra réserver votre train le plus en avance possible. Et oui, cette année, donc le 29 avril est férié, on en reviendra un peu plus tard dans le podcast. Et cette année, du coup, la Golden Week, elle pourrait commencer à partir du samedi 26 avril. Donc là, maintenant, on va passer au point météo en avril. Donc évidemment, vu qu'on se rapproche de plus en plus de l'été, les températures s'adoucissent. Donc avec une moyenne entre 12 et 14 degrés dans les grandes villes. Donc on peut avoir dans la journée un temps ensoleillé avec une chaleur qui peut aller jusqu'à 20 degrés, voire un peu plus, donc très agréable. Idéal pour faire des balades, pour faire du pique-nique, etc. Tant qu'il pleut pas, c'est très bien. Ça sera encore un peu trop tôt pour tout ce qui est randonnée en montagne et haute montagne parce que là les températures sont toujours basses, il peut y avoir encore pas mal de neige et donc tous les sentiers ne sont pas ouverts à cette période de l'année et encore moins le mont Fuji, je le rappelle, l'ascension ne s'effectue que du mois de juillet à tout début septembre. Donc on n'y va pas en avril, il y a encore de la neige au sommet. Si tout va bien. Et il peut aussi donc avoir un peu de pluie, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça revient un peu, le taux d'humidité en fait repart à la hausse, on avait des mois secs en hiver, et là plus on se rapproche du printemps et de l'été, plus on est sur un temps plus couvert, donc vous pourrez avoir un ciel laiteux avec de l'humidité et des pluies par-ci par-là. Au niveau du taux d'ensoleillement, on est à 13 heures par jour en moyenne et il y a des événements nocturnes qui arrivent à partir de 19 heures, donc tout ce qui est illumination des sakuras, des petits matsuri à faire ou des stands yatai qui peut être ouverts à partir de 19 heures. Du coup, ce qu'il faut faire attention avec cette météo, c'est qu'elle va influer en fait sur la durée de floraison des sakuras, puisqu'il suffit qu'il y ait un gros coup de vent ou un peu de pluie et que les sakuras tombent, on soit sur une fin de floraison. Donc ça va être un point de vigilance, mais vous pourrez pas la contrôler et ça sera un peu au dernier moment. Donc il faudra accepter si jamais les pétales tombent, et après quand les pétales tombent c'est aussi très joli, on appelle ça fubuki en japonais et c'est la chute des pétales de fleurs et on les voit souvent dessinés dans les animés, etc. Oui. Et c'est vrai que sur place on va retrouver cette même ambiance de pluie de pétales avec le vent, etc. et c'est aussi très joli. Et apparemment, il y a un autre événement, Marjorie, qui fait tomber les feuilles des arbres maintenant, les fleurs, des arbres. Ce sont les touristes étrangers qui font des tractions sur les branches de cerisier. Donc évidemment, on ne vous invite absolument pas à reproduire ce genre de geste que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Oui, et les fleurs ne se cueillent pas. Vous pouvez en prendre par terre, en général, il y en a beaucoup, mais on ne les cueille pas dans les arbres. Ça vaut pour le Japon et toute autre destination, même chez vous. Si je me souviens bien, elles ont la particularité, ces fleurs, de ne pas flétrir, ce qui fait qu'elles tombent belles. Donc là, vous pouvez les ramasser au sol. Si vous allez dans les parcs, elles sont sur l'herbe, donc elles ne seront pas abîmées, etc. Donc, Oui, moi j'en ai ramassé plusieurs fois et après vous les mettez dans un petit carnet pour faire pour les faire sécher et en fait ça marche très bien. Donc là d'ailleurs on peut parler un petit peu des floraisons, Marjorie. Alors si vous nous écoutez après le mois d'avril 2025, il y a certaines dates évidemment qui vont fluctuer, ça change chaque année, les périodes restent les mêmes environ, et pour le lancement de cette saison officielle cette année 2025, c'était le 24 mars avec les premières fleurs officialisées, et en temps normal ça aurait été plutôt vers le 26 ou 27 mars. Donc voilà, chaque année ça bouge un petit peu, ça se décale, notamment avec le réchauffement climatique. Voilà, avec le réchauffement climatique ça s'avance, mais avec des coups de froid qui peuvent intervenir en janvier-février comme il y a eu cette année, ça redécale. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez voir des fleurs à Tokyo et dans la majeure partie des villes touristiques, donc à Osaka, à Hiroshima, à Kyoto et également par exemple à Kanazawa, etc., ça sera entre le 20 et 25 mars et jusqu'à peu près 5-10 avril. Pour vous donner une grande échelle. Donc si vous voulez partir et voir des floraisons, vous pouvez très bien organiser un voyage de 3 semaines, comme ça vous êtes sûr d'être dedans. Ouais. Et puis on le rappelle, si vous regardez une carte de floraison justement, eh bien vu que le Japon est très étalé et du nord au sud en plus, eh bien ce qui fait que ça fleurit pas du tout au même endroit au même moment. Donc peut-être vous allez avoir des sakuras à tel moment à Tokyo, si vous remontez ou si vous descendez, ce sera pas forcément la même chose. Non, c'est ça. Et puis on l'avait déjà dit dans les podcasts précédents, il y a différentes espèces de sakura. Donc la haute saison correspond à la variété la plus courante qui est les sommeils Yoshino. Mais sinon on avait des sakura précoces juste avant, donc on en avait parlé avec les kawazu et les autres.
Et vous aurez ensuite après, courant avril jusqu'à début mai, d'autres sakura qu'on appelle tardifs et qui sont aussi très jolis. Certes, ils sont moins nombreux que les Somei Yoshino, mais ils sont aussi très très beaux. Pour l'arbre en lui-même, fleuri est aussi très beau. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, ça fleurit à Tokyo avant que ça arrive à Kyoto, sur quelques jours d'écart. Souvent, c'est comme ça. Et vous en avez aussi, quand c'est fleuri à Tokyo et aussi à Kyoto, vous en aurez dans tout le sud de Honshu. Donc vous en aurez aussi à Kanazawa, même si ça arrive un peu après, parce que c'est côté mer du Japon, il fait un peu plus froid. Donc ça arrive un peu après, mais vous en aurez à Hiroshima, à Miyajima. Vous en aurez aussi dans le Kyushu, à Fukuoka, etc. Ça descend comme ça. Et après, à partir, on va dire, du 10-15 avril, ça remonte vers le Tohoku et ça finit jusqu'à Hokkaido. Et Hokkaido, pour cette année, les floraisons, elles sont annoncées début du mois de mai. Alors, elles sont légèrement en avance parce qu'il n'a pas fait assez froid tout au nord. Après, dans les Alpes japonaises, il y a eu beaucoup de neige, donc peut-être qu'elles seront un peu retardées. Donc, faut pas hésiter à vous renseigner sur Internet et sur notre site Kampai. En général, il y a beaucoup d'informations sur la météo et les floraisons de sakura, parce que maintenant, tout le monde s'attarde sur le sujet. Et vous pouvez vraiment faire un itinéraire en fonction des dates à peu près, et puis partir un peu, sortir de Tokyo-Kyoto et aller dans des régions de campagne qui sont moins touristiques, et vous verrez de magnifiques sakura, parce que vous en aurez partout au Japon sur les sakura, on va le répéter 5 fois ou 10 fois, mais il y en a vraiment partout, le long des rivières, sur les cours d'eau. En fait, en général, ils sont tous bordés de sakura à un moment donné, dans les villes, dans les temples, dans les jardins. Donc vraiment, c'est un pays qui va fleurir énormément. Donc si vous n'êtes pas dans les sites les plus vus sur Instagram, c'est pas grave, vous en aurez pour votre argent et pour le déplacement. Oui, à tel point que souvent, quand vous allez dans une structure, en tout cas un établissement qui se visite, n'hésitez pas à regarder sur le site officiel. Parfois, ils vont indiquer justement à quel moment devraient fleurir les sakura de cet endroit-là, donc parce que tellement que c'était important aussi pour les visiteurs au Japon. Avec Gaël, on a parlé récemment en podcast Actu d'une application, même si ça ne nous concerne pas forcément en tant que touriste, mais pour vous dire à quel point ils sont impliqués, une application où vous pouvez prendre des photos de ces sakura et ça alimente une base de données pour que les communautés, pour les communes puissent de mieux en mieux gérer justement l'état de santé de leurs arbres, etc. Et peut-être, je sais pas si on en parlera tout à l'heure, Marjorie, mais n'hésitez pas, si vous êtes à tendance allergique, eh bien, à prendre des masques. Oui, c'est vrai qu'on est dans une autre période d'allergie, notamment pour tout ce qui est les pollens de cèdre. Ça commence à émerger, et c'est vrai que les personnes qui sont allergiques, pour eux, les sakura, c'est pas le meilleur moment pour pique-niquer. Vous verrez beaucoup de personnes au Japon porter des masques, mais c'est pas un comportement lié à des virus. Ouais, là, ça sera plutôt lié aux allergies. En tout cas, pour Tokyo et Kyoto, là, le pic de floraison cette année, il a été observé donc le premier week-end d'avril. Donc là, on est juste un peu après. Donc ça commence. Là, on est en phase descendante dans ces villes-là. Et donc du coup, ils ont eu à moitié de la pluie et à moitié du beau temps. Hein. Ça a été un peu un mix des deux. Qui est très ressemblant de la météo qui est assez instable ou imprévisible la plupart du temps. Et puis les prochaines vagues vont arriver à partir de la mi-avril, notamment à Matsumoto, Nagano, c'est ce qu'on disait, à Sendai dans le Tohoku, à Aomori et Hokkaido, donc avec Sapporo dans la dernière grande ville qui va voir ses cerisiers fleurir. Donc tout le long du mois d'avril, ce que vous pouvez retenir comme tendance, c'est que tout le long du mois d'avril, vous avez des floraisons de sakura. Tout dépend de là où vous êtes au Japon. Et pour terminer sur l'univers cerisier en fleurs, il y a la tradition Hanami qui veut littéralement dire regarder les fleurs. Donc cet usage des cerisiers, en fait, il ne date pas d'aujourd'hui, puisque déjà à la période de Nara, donc entre 710 et 794 après Jésus-Christ, la noblesse admirait déjà les fleurs de ces cerisiers en récitant des poèmes, et ça on peut l'admirer sur de somptueuses estampes aussi, donc des gravures. Vous pouvez faire pareil, mais sauf que cette fois, maintenant les poèmes, je ne pense
que ça ne se fait pas. Pas de manière quotidienne. Ouais, pas facile en tout cas, de les improviser, mais sinon vous pouvez pique-niquer et accompagner les Japonais qui font ça, donc en dressant des bâches bleues dans les parcs. Et on en a déjà parlé, Marjorie, on podcast tous les deux, donc on va pas forcément détailler trop le mécanisme, mais c'est vrai que en termes de déchets, etc., soyez vigilants et essayez de bien respecter les tris, etc., quand vous faites des pique-niques pour sauvegarder au mieux aussi ces parcs. Oui, en général, quand les parcs sont ouverts au pique-nique, il y a des poubelles de tri à l'entrée et à la sortie de chaque parc. Donc franchement, vous avez de quoi bien nettoyer. Surtout, ne laissez rien par terre. Mais bon, ça, voilà, c'est une règle qui s'applique tous les jours. Et puis, vous avez vraiment de quoi jeter vos déchets sans les avoir forcément à les garder sur vous toute la journée. Après, si vous trouvez pas les poubelles, vous les gardez avec vous. Si vous êtes dans des endroits un peu plus sauvages, faut les garder avec vous et vous les jeterez à votre établissement, à votre hébergement. Donc ça, c'est une règle de base. Après, voilà, on peut vous citer quelques destinations un peu hors des sentiers battus, enfin un peu moins, en tout cas hors des grandes villes, pour vous donner envie d'aller voir des floraisons. Donc vous en trouverez dans des magnifiques paysages naturels, donc notamment dans la ville de Fuji Yoshida, pour voir le mont Fuji. Donc toute la zone en fait des 5 lacs, elle fleurit et c'est très joli à partir de la mi-avril en général, et on peut vraiment trouver des choses intéressantes. Donc à Fuji Yoshida, vous avez la pagode Choreito qui est très très bondée et congestionnée juste pour avoir la photo d'Épinal, mais vous pouvez vous balader dans la ville et aller voir un peu ailleurs, et dans la région des 5 lacs, si vous avez une voiture, vous pouvez faire le tour et trouver des petits spots de sakura très sympas avec beaucoup moins de monde. On a aussi le mont Yoshino. Alors là, on est dans la préfecture de Nara, donc on descend un peu vers le sud, avec les fameux 20 000 cerisiers qui fleurissent, alors par étapes, parce que ça dépend à quelle altitude ils se trouvent. Et le pic de floraison cette année, il est attendu entre le 9 et le 19 avril. Donc bien se renseigner, c'est très joli. Alors il peut y avoir aussi un peu de monde quand on y va. Par contre, la zone, elle est assez vaste, donc on peut vraiment se balader, s'enfoncer dans la montagne, dans les sentiers et sortir un peu des chemins principaux. Et on a une fiche dessus, on l'avait fait il y a quelques années, c'est toujours aussi merveilleux. Et plus proche de Tokyo, on peut aussi conseiller le mont Akagi dans la préfecture de Gunma, qui a 1400 cerisiers qui s'épanouissent sur un chemin d'un peu plus d'un kilomètre de long au pied du mont. Donc ça fait comme un tunnel de fleurs, c'est vraiment joli. Et vous avez un matsuri qui s'appelle Akagi Nanmen Senbon Sakura et qui se tient cette année du 5 avril au 20 avril. Donc on attend quand même 100 000 visiteurs, n'y allez pas les week-ends, sauf si vous aimez la foule. Pour ça on dit hors des sentiers battus. En tout cas là, c'est dans un cadre de paysage naturel. Oui, en tout cas, vous verrez pas mal de locaux ou de Tokyoïtes au mont Akagi. Petite précision, c'est vrai que là, on parle de paysage naturel pour simplifier, mais évidemment, ces cerisiers ont été implantés par l'homme, et c'est d'ailleurs des espèces ornementales, donc il n'y a pas de cerises. Oui, non, c'est tout, oui. Vous ne pouvez pas faire la cueillette et faire des clafoutis juste après, ça ne marchera pas. Il y a aussi des petites villes féodales, Marjorie, dans lesquelles on peut observer ces magnifiques sakura. Donc on pense par exemple à Ogaki, dans la préfecture de Gifu. C'est accessible en train depuis Nagoya et c'est aussi le lieu du film d'animation A Silent Voice. 今日から新しい仲間が増えるぞ。縄文時代は。お前さ、もっとうまくやらねえとうざがられちゃうんじゃねえの？ La ville, à ce moment-là, elle est teintée de rose à chaque recoin et le soir, donc il y a le festival nocturne qui a lieu au pied du château Tsunomata. Oui, et donc du coup, tout ce qui est un peu château japonais a son lot de cerisiers. Il faut savoir qu'on plantait des cerisiers au bord des douves parce que c'est pareil, les daimyo à l'époque trouvaient ça très joli comme nous et comme dans l'Antiquité. Donc vous pouvez faire un peu toutes les villes féodales du Japon ou alors des ruines de châteaux pour trouver encore des beaux cerisiers et des festivals associés. On peut citer aussi au nord du Japon 2 destinations qui sont très très belles, assez connues des touristes locaux et asiatiques, un peu moins des touristes occidentaux mais qui valent le détour, c'est Kakunodate et Hirosaki. Donc c'est vraiment 2 grandes destinations de sakura au Japon qui, elles, fleurissent du coup au cours du mois d'avril et jusqu'à début mai vu qu'on est dans le nord du Japon. Donc cette année, c'est à peu près du 22 avril à tout début mai. On fera attention du coup
aux dates de Golden Week, qu'on disait que ça commençait fin avril. Là, elles sont aussi bondées, ces destinations, pendant la Golden Week, évidemment. Donc, si on peut y aller un peu avant ou un peu après, c'est... Alors, plutôt un peu avant, parce qu'un peu après, vous serez hors floraison. Mais c'est aussi très joli. Et puis, on peut citer la ville de Hakodate, qui a une fortification en étoile réalisée par Vauban, donc un architecte français. Et donc, c'est absolument magnifique parce que cette architecture en étoile, elle est bordée de sakura et on a un point de vue en hauteur. Donc, si vous avez déjà vu des photos, vous verrez, c'est vraiment très joli. Est-ce qu'on a des photos sur Campai ? Non, parce qu'on n'y a jamais encore été à cette saison et c'est un objectif un jour. Et la meilleure période pour y aller cette année, c'est du 26 avril au 3 mai et du coup, il faut en profiter pour faire une visite de la ville, du paysage. Voilà, c'est la première ville au sud de Hokkaido, accessible en Shinkansen, donc depuis Tokyo. Ça prend quelques heures, mais c'est direct, donc franchement, ça vaut le coup. Et c'est magnifique de voir ça et c'est un paysage un peu unique puisque vous n'aurez pas cette fortification-là ailleurs. Ou alors, il faudra revenir en France. Et si vous avez manqué la floraison des sakura, donc les somei yoshino pour le nom le plus courant, pas de panique puisque vous allez pouvoir profiter de la floraison des yaezakura. Ce sont les cerisiers plus tardifs, ou en tout cas une des espèces de cerisiers tardifs. Ceux-ci ont la distinction d'avoir des pétales différents, donc des fleurs différentes. Il y aura beaucoup plus de pétales dessus. Ça fera un peu des formes de pompons, on va dire, qui tombent vers le bas, un peu plus lourds, donc des fleurs plus lourdes. Et donc c'est la différence. Par contre, en termes de couleurs, vous allez être gâtés puisqu'il y a plusieurs couleurs. Il y a du rose, du blanc, du rouge, du vert, même du jaune. Donc voilà. Donc ces yaezakura, c'est quelque chose que l'on peut observer. D'ailleurs, on va pouvoir vous donner quelques endroits, Marjorie, pour mieux les observer. Oui, classiquement, vous pourrez aller au jardin Shinjuku Gyoen à Tokyo, puisqu'on peut en observer des yaezakura dans ce jardin, sachant que comme c'est un vaste jardin, ils ont un peu toutes les espèces de sakura, donc ils ont aussi les précoces kawazu et autres kanhi sakura, et ils ont aussi ceux qui sont tardifs. Donc c'est vraiment un jardin que vous pouvez aller visiter pendant toute la saison de floraison. À partir de la fin de l'hiver, vous aurez des choses à voir. On peut aussi citer le parc Asukayama à Oji, donc c'est au nord de la capitale, ou encore les jardins est du palais impérial. Donc après, il n'y en aura pas autant que pour les somei yoshino, mais ce sera 2 ou 3 arbres ensemble ou un seul arbre. Après, les fleurs sont vraiment très jolies en pompons, comme ça, c'est joli. On va avoir aussi une autre adresse qui est Ishinji, donc à Oita, sur l'île de Kyushu. Donc là, il y a environ 800 yaezakura dans l'enceinte du temple et on peut les observer à la mi-avril, du 4 au 14 avril pour l'année 2025 en tout cas. Et aussi, donc c'est la période du Matsuri saisonnier avec les illuminations nocturnes le week-end. Oui, et pour Kyoto, on peut vous citer le sanctuaire Hirano Jinja. On a une fiche dessus sur Campai, on y avait été en période de cerisier. Et en fait, il y a 400 cerisiers avec 60 espèces différentes. Donc c'est ce que je disais pour le Shinjuku Gyoen. Donc vous avez de quoi en fait admirer des floraisons pendant tout le mois d'avril, en moins pour les cerisiers. Et d'ailleurs, on parle des cerisiers, mais il y a d'autres, évidemment, on vous en parle souvent à Campai, d'autres espèces à observer, donc d'arbres ou de fleurs, de plantes. Eh bien, c'est aussi la saison, cette période-là, de la floraison des azalées, donc en japonais tsutsuji, qui montrent leur couleur à la mi-avril jusqu'au début mai, avant de revenir un mois plus tard sous une variété un peu différente, qui est les satsuki. Oui, puis vous allez avoir plusieurs fiches sur Campai là-dessus, donc n'hésitez pas à taper Tsutsuji Matsuri ou Azale et vous verrez les plus beaux temples où on peut les retrouver. On en avait parlé aussi dans notre podcast printemps de l'année dernière. Si vous voulez plus d'infos, là on va vous les énumérer. Mais on avait pris beaucoup plus le temps exactement de détailler ces types de fleurs ou de plantes. Et il y a encore les glycines, Fuji en japonais, avec leur couleur violette qu'on va pouvoir observer aussi dans les parcs et jardins. Et aussi les Shiba Zakura, donc les cerisiers pelouses. Et ça doit être, j'ai pas eu la chance d'en voir, ça doit être impressionnant. Oui, ça fait des tapis en fait de couleurs rose, blanc, violet. C'est assez joli. Il y a un Matsuri qui existe, on en parlera dans la partie 3 qui est très connue, au bord d'un des lacs du mont Fuji. Et qui se passe comme ça au cours du mois d'avril. Donc on vous le rappellera dans les queues à faire en troisième partie. Quelle sortie visiter. Je me console en attendant, puisque je les vois, mais que en jeu vidéo, Marjorie, sur Assassin's Creed Shadows. C'est pas pareil, mais ça reste très beau. C'est pas mal aussi. Hein. Et on peut conclure cette partie avec le point valise.
Oui, donc pour les valises, il faut emmener c'est un peu toujours la même chose, mais un peu de tout. On reste sur une saison de transition. Donc quelques pulls quand même d'hiver pour les journées où il fera plus frais, ou les soirs si vous faites des illuminations nocturnes, vous aurez quand même les soirées qui seront encore fraîches. Des vêtements de demi-saison pour les après-midi. Soit des petites manches longues légères, soit des manches courtes, et puis aussi préparer quelque chose contre la pluie si jamais il pleut, donc un imperméable, de bonnes chaussures, des lunettes de soleil parce que quand il fait beau, c'est quand même pratique. Vous pouvez aussi prévoir votre matériel de pique-nique et notamment une serviette ou une petite bâche que vous emportez ou alors que vous aurez acheté au 100 yen shop en arrivant. Et puis n'oubliez pas tout votre matériel photo, vidéo et autres pour capter les floraisons aussi éphémères que belles. Donc c'est le meilleur moment d'avoir le max de cartes SD ou ce que vous aurez besoin pour pas tomber en rade au moment de la sortie. Et peut-être point médicaments pour tout ce qui est allergie notamment, ou les bobos de base si vous avez de quoi transporter ça avec vous pour ne pas choisir de médicaments, en tout cas pour ne pas avoir à aller dans des pharmacies japonaises. Vous serez plus facilement orienté par vous-même en amont si vous savez ce que vous avez, notamment pour les allergies. Oui, c'est sûr. En seconde partie, les temps forts du mois. Donc là, on va énumérer pas mal de choses, Marjorie. On commencera par le jour férié du mois d'avril, qui est le 29 avril. Donc ça s'intitule Showa no Hi. C'est le jour de l'anniversaire de l'empereur Hirohito de l'ère Showa. Donc pas de l'ère actuelle. Non, ça fait quelque temps qu'il a passé l'arme à gauche. Et ça, c'est aussi le début, ça sonne le début de la Golden Week dont on a parlé tout à l'heure. Oui, voilà, il n'y a qu'un seul jour férié en avril et c'est à la toute fin du mois. Ensuite, en temps fort au cours du mois d'avril, on va pouvoir parler des spectacles de danse de printemps des Maiko et Geiko de Kyoto. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas encore abordé ce sujet, mais le mois d'avril, c'est aussi une très très belle saison pour aller voir des représentations donc de Maiko et Geiko. C'est donc le mois où elles font leur spectacle de printemps et il y aura aussi une autre période en automne pour leur spectacle d'automne. Donc là, ça se tient en fait dans les théâtres de chaque Hanamachi, donc de chaque quartier de Geiko à Kyoto. Donc on va vous les citer. Donc au quartier Kamishichiken, la danse, elle s'appelle Kitano Odori. D'ailleurs, on peut en entendre un extrait sonore à l'instant. Donc concernant les Hanamachi et les noms des spectacles, je vais vous les citer. Donc pour Kamishichiken, c'est le Kitano Odori. Pour Miyagawacho, c'est le Kyo Odori. Pour Gion Kumbu, c'est le Miyako Odori. Et pour le quartier de Pontocho, c'est décalé en mai. Donc je vous le donnerai pas, je vous en parlerai en mai. Donc ce sont donc des spectacles annuels qui ont lieu donc dans les théâtres de chaque quartier, c'est ce que je disais tout à l'heure, pendant environ 1 heure. Et ça peut comprendre aussi une cérémonie du thé en amont. C'est une option qu'on peut ajouter à ce spectacle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se réserve bien évidemment à l'avance. Nous sommes au Japon. Et donc vous avez les ouvertures chaque année des théâtres pour ces spectacles donc, qui durent en général du 1er au 30 avril. Et vous avez plusieurs représentations par jour. Celui qui est plus connu pour nous, pour les touristes étrangers, ça va être le Miyako Odori qui se déroule au théâtre donc à Gion, le Kombu Kaburenjo. Et il y a 3 shows par jour en ce moment. Donc les tarifs vont de 4000 à 7000 yens la place, donc environ de 20 à 45 euros, suivant si on prend la cérémonie du thé. Et on peut tout réserver en ligne. Le site est assez bien fait du théâtre. C'est vraiment fait pour tout le monde, les touristes domestiques et les touristes internationaux. Et franchement, je vous invite à le faire. C'est très joli. On voit énormément de Maiko et de Geiko sur scène. Elles sont plusieurs dizaines. Tout est décoré façon sakura. Elles font des danses, elles font des chants. C'est vraiment une façon de les voir qui est assez unique. Donc vraiment, je vous encourage plutôt que d'aller dans les quartiers et de les attendre. Là, que de partir à la chasse aux photos et à leur insu, autant profiter au mieux de ce qu'elles proposent. C'est ça. Là, on voit toute leur art en live. Donc, c'est vraiment intéressant. Et donc, comme elles sont sur scène pendant cette période, le musée qui est associé, donc le Gion Kagai Art Museum, dont on vous avait parlé, qui a été inauguré il y a pas longtemps, il est fermé pendant cette période-là, puisque les Maiko et Geiko sont déjà en train de se représenter sur scène. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut vous conseiller pour tous ceux qui voudraient se renseigner sur l'art Kagai, voir ce que ça donne et profiter d'un spectacle assez unique.
Autre chose à conseiller, ce sera pour la date du 8 avril avec une fête importante, c'est le Hana Matsuri, la fête des fleurs, donc pour célébrer la naissance de Bouddha, également baptisé Kanbotsue. Donc là, on a un article dédié si vous voulez en savoir un peu plus sur cette pratique, Marjorie. Oui, sachant que c'est plutôt une fête religieuse qu'un événement festif. Donc vous verrez pas beaucoup de choses dans les rues, c'est vraiment pour les fidèles. Donc ça s'appelle Hana Matsuri, mais bon, vous verrez surtout des hôtels bouddhistes spécifiques dans les temples. Et puis il y aura une petite cérémonie ce jour-là, mais il y aura pas de yatai, il y aura pas de feu d'artifice ou de choses comme ça. C'est vraiment spirituel. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on verse du thé sucré à matcha sur une statuette bouddhique qui est installée donc dans un pavillon des fleurs qu'on appelle Hanamido. Donc en fait c'est très joli, c'est Bouddha quand il est petit bébé et du coup il est entouré de plein de bouquets de fleurs. Donc c'est vrai que c'est très joli mais c'est assez petit. Donc ce geste a pour but de reproduire le premier bain de Shaka. Donc à sa naissance, Bouddha enfant aurait été purifié par une pluie sucrée déclenchée par 8 grands rois dragons, ou alors aussi le dragon à 9 têtes, Kuzuryu, selon les versions de la légende. Donc ça c'est pour vous donner un aperçu de ce que vous pouvez trouver dans l'article. Mais voilà, il y a toute une histoire et toute une mythologie autour de cette fête. Donc si le bouddhisme vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir Hana Matsuri. Et si vous passez dans les temples le 8 avril, vous comprendrez en fait pourquoi vous avez un pavillon de fleurs et pourquoi des gens versent une boisson dessus. Et si vous voulez du coup y assister, je vous cite les trois grands temples dans les 3 grandes villes où on peut le retrouver. Donc à Osaka, on ira au Shitennoji, donc au sud. À Tokyo, on ira au Sensoji évidemment. Et à Kyoto, vous pouvez aussi en voir au Nishi-Honganji, près de la gare. On entame une 3e et dernière partie, Marjorie, avec nos idées de sortie à faire en avril, évidemment celle de la partie de compte également. Alors dans cette liste, donc c'est une énumération, c'est vrai qu'on va parler à la fois d'événements, de spécialités gastronomiques, de sorties idéales selon la météo, etc. Donc à vos stylos, et on vous rappelle que les dates dont on vous fait part dans ce podcast pour ce jour, eh bien en fait ça concerne les dates précise de l'année 2025. Ça se peut que ce soit décalé ou autre pour les années suivantes, même si il y a une grande chance que tout ça reste d'actualité, sauf des événements ponctuels, mais on vous le rappellera. Donc on pourra commencer avec par exemple le festival d'Inuyama et sa procession de chars illuminés de lanternes qui a lieu le premier week-end d'avril généralement, donc cette année ça tombe le 5 et 6 avril. Et là c'est majestueux puisque vous avez 13 chars qui se dirigent vers la rivière Kiso, et à la tombée de la nuit, eh bien on allume toutes ces lanternes et ça vous fait des chars illuminés, donc tout ça en plus ça se déroule près du château. Oui, donc ça c'est un événement qui est à l'heure où on diffuse le podcast qui est déjà passé puisque c'était le premier week-end d'avril, mais pour l'année prochaine il toujours prévu. Ouais, et on va continuer d'ailleurs sur encore 3-4 événements qui sont déjà passés à l'heure où on diffuse le podcast, mais c'est toujours bien à garder en tête pour vos futurs voyages. Ensuite, on peut partir à Kofu pour admirer la parade de guerriers pendant le festival Shingenko en l'honneur donc du samouraï Takeda Shingen. Et il se déroule donc le premier ou le deuxième week-end d'avril, ça dépend. Cette année, il s'est déroulé le premier week-end, donc également du vendredi 4 au dimanche 6 avril. C'est déroulé aussi ce week-end, le premier week-end d'avril, le Kanamara Matsuri, donc le célèbre festival de l'organe de la fertilité masculine, donc à Kawasaki, dans la préfecture de Kanagawa, donc au sud de Tokyo. Donc on a fait une fiche sur ce Matsuri un peu insolite, qui a quand même des origines qui s'expliquent, hein, c'est pas juste un Matsuri pour s'amuser, il y a un vrai message en fait derrière. Si je dis pas de bêtises, il me semble avoir entendu, et même sans doute qu'on l'a dit en podcast, que vu qu'il y avait de moins en moins de personnes qui y participaient, vu qu'il y avait de moins en moins d'hommes et en termes de nombre de population, avec une population qui décroît, que des gens d'ailleurs pouvaient être aussi invités, et même des étrangers pouvaient être invités à participer à ce festival. Oui, parce qu'en vrai, la fertilité au Japon, ça va avec la démographie et c'est un vrai problème de société. Oui. Donc allons prier pour faire des enfants. Et début avril, on peut aussi recommander de se promener en soirée sous les cerisiers fleuris et illuminés, alors le long de la rivière Meguro-gawa à Tokyo. Mais on peut vous citer aussi toutes les rivières de Tokyo où c'est très joli et il y a parfois un peu moins de monde. Donc il y a aussi la rivière Kanda, la rivière Shakuji. On a fait plusieurs fiches dessus. Donc le début avril, vous avez encore la pleine floraison des cerisiers, ou en tout cas on est encore pas trop mal. Et n'hésitez pas à aller vous promener pour les voir illuminer le soir, c'est très joli.
Et on pourrait enfin, pour les événements qui sont passés au mois d'avril, se rendre au Festival des Sources Chaudes, qui s'étend sur plusieurs jours de la première semaine d'avril, afin de profiter de onsen gratuits à Beppu. Donc là, cette année, ça s'est étendu du 1er au 6 avril. Sinon, tout le mois, on peut vous conseiller donc de goûter aux spécialités japonaises qui sont toutes aromatisées à la fleur de sakura. Donc les mochi, les dorayaki, les glaces, les biscuits roulés, les cafés latte. Ça a commencé déjà à partir de fin février. Vous avez toutes les gammes de sakura, donc c'est en général très joli, c'est assez sucré. Faut le dire, mais ça peut vraiment être très très bon, notamment les mochi à la fleur de sakura, c'est délicieux. On peut du coup aussi se rendre au festival, donc Fuji Chiba Sakura, donc c'est les fameux cerisiers pelouses dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a donc le festival où on voit le mont Fuji et les fleurs de cerisier pelouse. Il se passe au pied du lac Motosu et il a lieu cette année du 12 avril au 25 mai. Donc c'est une période assez étendue. Donc au début il n'y a pas tant de cerisiers que ça et au fur et à mesure on arrive à quelque chose de plus sympa. Donc n'hésitez pas, il peut y avoir du monde les week-ends aussi également. Donc privilégiez la semaine. Alors pour une autre idée de sortie, si vous avez le temps encore en avril, et si vous avez la chance de passer par Himeji notamment pour aller voir le très beau château du Héron, eh bien vous pourriez assister à une expo qui a l'air vraiment très intéressante puisqu'il s'agit d'une exposition sur le créateur de mode Kenzo Takada qui est décédé en octobre 2020. Donc il était originaire de Himeji, donc la ville lui rend hommage avec cette exposition. Donc là on vous parle de ça, c'est seulement pour 2025. Ça se déroulera du 12 avril jusqu'au 21 juillet 2025, donc vous avez le temps encore de pouvoir prévoir ça si vous allez aux alentours de Himeji. Donc ce serait quelque chose à ne pas louper puisque ça va être une rétrospective sur ses 30 ans de carrière avec sa marque que en France on connaît assez bien. Mais oui, puisque il a beaucoup vécu en France, il a des origines japonaises, mais sinon la plus grande partie de sa vie a été faite chez nous. Et donc il y a environ 100 costumes qui vont être exposés, des dessins, des croquis, ainsi que des objets lui ayant appartenu. Le prix adulte à vérifier sur place, mais apparemment ce serait 1500 yens, donc soit à peu près 9,30 € pour le cours actuel à l'heure où on vous parle. Oui, ce qui est raisonnable quand on est fan de Kenzo, d'aller voir ce genre d'exposition temporaire assez inédite. Puis souvent, les expositions spécifiques comme ça au Japon, elles sont quand même très qualitatives en règle générale. Oui, à voir si cette exposition fera le tour du monde ou sera répétée ailleurs, mais en tout cas, c'est une belle initiative et c'est l'occasion de visiter Himeji autrement. Oui, parce que c'est vrai que souvent, on entend dire que Himeji, c'est surtout pour le château. Ça se fait très bien en Shinkansen pour... petit rappel. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément grand chose d'autre à visiter. En tout cas, quand on est sur un séjour pour une première fois au Japon, on va dire. Oui, on va surtout voir le château. Ouais. Et vous pourriez aller aussi au sanctuaire Nezu Jinja à Tokyo pour admirer les azalées pendant le Bunkyo Tsutsuji Matsuri du 1er au 30 avril, Marjorie. Oui, donc ça c'est la floraison des azalées dont on vous parlait tout à l'heure. Vous avez le Matsuri au Nezu Jinja, donc qui est assez connu à Tokyo, qui est assez joli. En général, le pic de floraison des azalées, c'est autour de mi-avril, à se renseigner sur le site directement. On peut aussi aller se perdre dans les montagnes à l'ouest de Tokyo et aller jusqu'au temple Shiofune Kanonji, qui lui aussi abrite plus de 17 000 bosquets d'azalées. On a fait une fiche dessus il y a quelques années. Il est très 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 beau à cette période, évidemment, parce que tout est rose, violet, blanc, c'est magnifique. C'est pareil, il peut y avoir un peu de monde qui viennent les week-ends, donc n'hésitez pas à y aller la semaine si vous pouvez. En tout cas, ne pas y aller pendant les jours de Golden Week. Et ça devient vraiment intéressant à partir de la 2e semaine d'avril. Et puis j'allais dire, ce type de jardin comme ça à visiter, les Asiatiques en sont très fans généralement, dont les Japonais. Oui. Et là, à Shiofune Kanonji, le site est vraiment très grand, c'est dans une vallée, donc il y a vraiment beaucoup de place et on peut déambuler à travers les bosquets. Il y a des petits bancs pour s'asseoir et tout ça, c'est vraiment sympa. Sinon, on peut aussi aller voir les fleurs d'azalée Kirishima au sanctuaire Nagaoka Tenmangu. Donc là, c'est dans la préfecture de Kyoto, donc on change un petit peu d'endroit. Et c'est aussi magnifique vers la fin avril. Donc vous avez une allée en fait d'azalées qui sont fleuries et au bout vous avez un tori. Donc en termes de photos, on est sur quelque chose d'assez joli.
Et Nagaoka Tenmangu, il y a beaucoup moins de monde que dans le centre-ville de Kyoto, parce que c'est un peu dans la préfecture, c'est un peu excentré. Et on pourrait aller aussi du côté du festival de Kamakura pendant les 2e et 3e dimanches d'avril. Donc là, il y a plusieurs choses, la célèbre danse traditionnelle Shizuka no Mai et le tir à l'arc aussi très connu, le Yabusame, au sanctuaire Tsurugaoka Hashimon. Cette année, c'est du 13 avril au 20 avril, mais c'est des choses qui sont donc récurrentes, ça arrive tous les ans. Donc ça pourra faire de beaux spectacles aussi à voir. Évidemment, il y aura du monde et puis à réserver aussi en avance, ou en tout cas réserver aussi vos logements, savoir combien de temps faut mettre. Je pense notamment au Yabusame où c'est quand même c'est pas compliqué d'avoir les places, mais il faut faire partie des premières personnes sur place, on va dire. Oui, ou arriver tôt le matin. Ensuite, du 13 au 17 avril, on a le festival Yayoi qui fête le printemps au sanctuaire Futarasan à Nikko, donc au nord de Tokyo. Donc ça peut être aussi intéressant si vous partez voir les mausolées Tokugawa, de y aller à cette période et de profiter aussi du Matsuri dans le sanctuaire qui est juste à côté. Et gardez bien votre stylo en main, puisqu'on a encore 5 ou 6 événements à vous parler. Puisque par exemple, du 14 au 15 avril, on peut assister au Sanno Matsuri, donc c'est l'édition printanière du festival Takayama, et c'est un des 3 plus beaux festivals du Japon. Donc si vous avez la chance d'y passer, n'hésitez pas. On assiste à des coutumes locales qui sont notamment les processions de chars, parades musicales, des chorales d'enfants, etc. Donc vous allez en avoir plein les yeux, plein les oreilles. Donc c'est vrai que c'est quelque chose. Si vous pouvez aussi réserver des logements à ces périodes-là, il faut le faire vraiment en avance. Surtout à Takayama, ça reste une petite ville, donc elle peut être saturée à ce moment-là. Ou alors vous logez dans une ville pas très loin et vous venez en train. On peut aussi aller dans les Alpes japonaises pour aller voir le mur de neige Yuki no Otani, donc qui s'élève sur la route alpine de Tateyama Kurobe et qui va s'ouvrir à partir du 15 avril cette année jusqu'environ au 15 juin. Donc en plus, comme on a eu beaucoup de chutes de neige dans les Alpes japonaises cette année, il y a peut-être moyen que le mur de neige soit très très haut. Dans les meilleures années, ça peut atteindre jusqu'à 20 mètres et donc on circule au milieu. Donc soit en bus, soit maintenant on peut le faire aussi à pied. Ils ont fait 2 sections, que si jamais la voie en bus elle est fermée pour X raison, vous avez maintenant un chemin piéton où vous pouvez marcher dans ce couloir de neige. Donc pour tous ceux qui sont fans de ce paysage et qui veulent aller un peu dans les Alpes, ça ouvre à partir du 15 avril. Et puis ça doit être très surprenant puisque ça reste un mur de neige qui peut être visible encore en mai et juin. Donc, oui, après ils font au fur et à mesure, mais oui, il est de plus en plus petit, mais on peut le voir encore longtemps parce que on est assez haut en termes d'altitude. Donc après les Alpes et la neige, on peut partir carrément sur l'île de Kyushu et pour aller voir un Matsuri qui est assez peu connu, qui se déroule sur l'île de Shimoshima au large de la préfecture de Kumamoto. Et donc il s'appelle le Matsuri Ushibukai Haya et il mêle danse traditionnelle et défilé de bateaux pêcheurs, donc à Amakusa, donc sur l'île de Shimoshima. Donc ça a lieu le 3e week-end d'avril et cette année ça correspond au week-end du 18 au 20 avril. Donc ça peut être sympa de faire aussi des Matsuri peu connus. Oui. Bon là faut aller jusque sur une île, donc faut mettre un peu les moyens, mais au moins vous faites quelque chose de totalement insolite et vous serez totalement dans la tradition. Et si on continue sur la fin avril, aux alentours du 22 avril en général, il y a des œuvres caritatives ainsi que des entreprises écologiques, des stands de cuisine végétarienne et une foire qui sont programmés le week-end et qui vont se réunir pour célébrer le jour de la Terre. Et ça se passe à Tokyo au parc Yoyogi. Et pour cette année 2025, cette session elle se tient du 19 au 20 avril. Donc ça on vous le conseille aussi puisque pour s'y balader et rencontrer plein d'animations, etc., ça doit être vraiment très très sympa à faire. Exactement. Et le 20 avril, on peut aussi, sinon, si vous êtes dans le Kansai à Kyoto, on peut se rendre au festival Shinkosai pour voir défiler 7 mikoshi portatifs du sanctuaire Matsuno Taisha jusqu'à la rivière Katsura. Donc on sera dans un quartier en plus de Kyoto qui est un peu moins touristique que le centre-ville. Donc ça peut être intéressant d'aller voir ce festival-ci. À partir de 10h pour des petites informations pratiques. Et on terminera cette longue liste d'activités à faire avec du 23 au 24 avril le festival des bains chauds en l'honneur du fondateur de la ville d'Ochi Shonin à Kinosaki.
Donc encore un mois bien chargé, hein, Marjorie. Quelque part, on aime faire ces zooms aussi sur ces mois-là pour chaque mois à venir, puisque ça permet de bien dissocier des périodes avec quand on sait pas trop quoi faire au Japon. En tout cas, on sait qu'on veut aller au Japon, mais qu'on veut un peu plus cibler une saison ou des événements. Et bien, ça permet de bien vous repérer. Oui. Donc, et là, c'est juste un aperçu non exhaustif. Hein. Oui. Oui, sachant qu'on rentre pas dans chaque Matsuri, ce que ça apporte, ce que ça signifie forcément, etc. Donc en conclusion, pourquoi on pourrait partir au Japon en avril ? On pourrait par exemple du début à la mi-avril y aller forcément pour les floraisons de cerisiers, notamment les sommeils Yoshino. Des autres floraisons viendront un peu plus tard, soit pour les cerisiers tardifs, soit pour les azalées ou les glycines par exemple, où il y a des pics de floraison un peu plus tardifs. Donc c'est principalement pour ça que l'on va vous recommander ce début d'avril en tout cas. Oui, disons que si vous voulez voir les cerisiers, c'est sûr qu'il faut venir tout début avril au Japon. Après, voilà, c'est là où vous verrez les floraisons de sakura dans les grandes villes touristiques de base que sont Tokyo et Kyoto et Osaka, et aussi à Nara, à Miyajima, etc. C'est là où on va vraiment les voir à cette période. Sachez que vous serez pas les seuls. Ça va vraiment faire la paix avec ça. Si vous venez à cette période dans ces villes-là, vous ne serez pas les seuls. Après, il existe toujours des sites un peu moins connus où il y a moins de monde, mais il faut faire des recherches, il faut se préparer en avance, ou alors faut faire appel à un guide sur place qui va vous dénicher des bonnes adresses pour pas être dans le flux constant de la foule. Sachez aussi que c'est une période où ça sera forcément plus cher en termes de budget. On vous l'a déjà dit en début de podcast et on vous le redit. Les avions, les hébergements seront plus chers à la réservation. Donc l'avion, au maximum, le plus tôt que vous pouvez le réserver, le mieux ce sera. Et après, prendre avec escale ou à chacun sa formule pour que ça rentre dans le budget, mais c'est sûr que ce sera plus cher. Et les restaurants aussi seront plus chers. Il faudra sûrement des fois faire des réservations parce qu'il y aura du monde sur place. Sur les réservations, il faudra aussi réserver les musées, certains jardins comme le Shinjuku Gyoen par exemple, qui est soumis à réservation les week-ends en période de floraison, donc pendant les quelques week-ends où il y a le plus de sakura. En fait, les Japonais, de plus en plus, au vu des chiffres de fréquentation qui sont quand même en forte croissance depuis le début 2025, ils font en fait des quotas, ils mettent des quotas sur tout. Donc quand le site est arrivé à sa capacité maximum d'accueil, ils peuvent plus, donc ils ferment, ou alors ils mettent des créneaux horaires et il faut réserver en avance. Et si on n'a pas réservé en avance, on pourra pas rentrer de la journée. Donc ça, faut bien que ça soit pris en compte. Et le mois d'avril fait partie des mois les plus touristiques, surtout début avril, surtout pendant les week-ends. On leur a répété plein de fois. Donc s'il y a des choses que vous voulez absolument faire, renseignez-vous en amont le plus possible pour voir si c'est ouvert, s'il y a une réservation, s'il faut payer, etc. C'est très important. Sinon, vous acceptez d'aller voir ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que si on n'est pas, si ce n'est pas un but en soi de voir absolument les cerisiers, eh bien, c'est vrai, est-ce qu'on peut dire qu'on peut tabler plutôt sur un autre mois ? Oui. Avril, c'est vraiment si vous êtes fan des cerisiers que vous voulez voir cette image. Sinon, en tout cas, début avril, je dirais, je vois pas pourquoi vous payerez aussi cher votre vol et vous aurez autant de monde si c'est pas pour voir les cerisiers. Attendez une autre saison, sauf si vous avez que cette période-là disponible parce que c'est les vacances scolaires et que c'est comme ça. Après, il y a d'autres vacances scolaires dans l'année, mais c'est vrai que c'est vraiment une période pour aller voir les cerisiers en fleurs. Sachez qu'il y en a partout dans les villes et dans les campagnes, on vous le répète, c'est pas que dans les adresses que vous voyez sur internet ou dans les magazines, il y en a vraiment partout au Japon. Donc faut pas hésiter à sortir des sentiers battus, à aller voir des plus petits sites, à vous perdre un peu dans les quartiers et peut-être tomber sur des choses intéressantes. De se lever tôt, on le répétera jamais assez, mais si vous voulez moins de monde, vous pouvez vous lever tôt pour essayer d'être là quand avant la foule, la plus grosse foule. Et puis de profiter aussi des bords de rivière. En général, c'est plus aéré, il y a plus de place et il y a toujours autant de sakura. Ensuite, il y a une autre période après, à partir de la mi-avril, fin avril, où là, en fait, donc la grosse vague des cerisiers dans les gros sites touristiques va être passée. On va avoir donc toutes les autres floraisons qui vont suivre, qu'on a déjà énumérées. Donc si vous aimez les floraisons, mais que vous n'êtes pas attaché particulièrement aux sakura, vous pouvez venir à cette période. Ou si vous voulez voir les sakura, vous allez dans le nord du Japon à cette période. Et là, c'est pareil, vous aurez un peu moins de monde, sauf sur certains sites qui sont très connus du tourisme en Asie. Mais vous aurez quand même moins de monde au global que à Tokyo, Kyoto.
Et on fera attention qu'à la fin du mois, on le répète, on a la Golden Week qui démarre donc le 29 avril et quelques jours avant, si c'est collé un week-end, il faut prévoir qu'il y aura du monde, surtout dans les Shinkansen et les trains. C'est une période qu'on peut vous déconseiller pour voyager, pour le coup, à cette période-là, parce qu'il y aura vraiment beaucoup de monde, notamment dans les transports en commun. Oui, surtout dans les gares. Ce qu'il faut, c'est sinon voyager à contre-courant, enfin faire comme nous quand c'est les grands départs d'été, attendre le lendemain ou alors prendre un train dans l'autre sens. Là, on va aller des villes vers la campagne et ensuite de la campagne vers les villes. Il va y avoir une sorte de transhumance qui va s'effectuer et dans ces cas-là, on essaye de s'organiser si nous on a plus le temps et qu'on n'a pas besoin d'être dans le flow ou alors on a réservé ses billets et voilà, on sera dans le flow mais on aura ses billets. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire pour le mois d'avril et on se retrouvera, Marjorie, le mois de mai qui sera pas un mois rose mais plutôt vert du coup. Oui, mais on va garder quelques floraisons mais c'est vrai qu'on va retrouver tout le vert des arbres, de la végétation, donc c'est aussi une très très belle période le mois de mai pour voyager au Japon. Passer la Golden Week. Donc je vous souhaite une très bonne organisation d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de noter et de publier nos podcasts et nos articles également pour nous faire de la pub, on vous remercie encore chaleureusement, on a noté que les audiences montent encore un petit peu plus de mois en mois, donc ça on est très content de travailler pour ça aussi et on vous retrouve donc très vite. Je te remercie Marjorie pour le temps accordé et nous on vous remercie encore, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne des livres aussi, kanpai.fr. Merci Charlie. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.